beaucoup de nouvelles têtes. Je vais un tout petit peu représenter les cafés déclic. L'idée, c'est de vous faire... C'est vraiment axé sur la rencontre. Donc la rencontre avec des intervenants inspirants, des gens qui ont fait un petit peu de chemin, même beaucoup des fois, plus de chemin que la moyenne, qui provoquent des déclics. Des gens où on se dit « Oh ouais, tiens, c'est vrai ça, j'avais pas pensé à ça ». Et puis c'est aussi une rencontre avec vous-même, forcément. Et puis une rencontre entre vous, parce que l'idée, c'est aussi qu'ici, on a le droit de parler à son voisin. Alors, je vous souhaite une belle soirée avec Rose. Et puis Gilles, c'est surtout Gilles qui va parler ce soir. Gilles Gandhi. Alors, bonsoir, je vais commencer. D'habitude, je ne parle jamais, donc bonsoir à tous. Moi, en général, je suis plutôt à la cuisine. Je fais ma popote avec les baguettes. Ce sont des baguettes un peu magiques. Vous allez voir tout à l'heure, si on peut faire une petite démonstration, on vous montrera comment ça se passe. En fin de compte, le thème de ce soir, c'est la maison. C'est qu'est-ce qui se passe dans la maison, est-ce qu'elle peut nous parler. Nous, le seul problème qui s'est posé dans notre vie, c'est quand on s'est rencontrés, qu'on a décidé au bout de 3 ans de vivre ensemble, notre maison nous a basculé dans un autre univers et ça n'arrête pas. Donc plus on plonge dedans avec les baguettes, avec le sens, avec tout ce qui parle, plus on vit, plus ça parle, et plus ça vit, plus ça parle. J'ai l'impression que c'est infini et qu'on est de mieux en mieux. Donc voilà, je vous souhaite la même chose ce soir, d'entendre ce qui se dit, et puis à tout à l'heure. Elle parle des baguettes, mais vous savez pas ce que c'est. Vous avez cru que c'était des baguettes pour manger les sushis. C'est une baguette de sourcier. Alors c'est ça. Donc ce sont des baguettes coudées, vous voyez tous. Ça sert normalement à chercher de l'eau, ou dans certains pays on cherche des minerais. Ça va? Donc pour chercher quelque chose, on les place devant le corps et puis on cherche. On cherche, on fait des longueurs. Peut-être plus celle-ci. On fait des longueurs et puis on regarde si les baguettes ferment ou s'il y a un signal. Alors que dans notre méthode, on ne cherche rien. En fin de compte, je les mets au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Et puis ça va me guider, ça va tourner. Moi, j'ai juste à suivre les baguettes pour que ça m'indique à un endroit. Ça ferme, ou il y a une fermeture, ou ça pointe quelque chose et ça va donner un message. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la maison, on a fait un grand chemin depuis, en fait très rapide, c'est pour ça que Christine le disait, ils sont éclectiques et puis ils font plein de choses, mais en fait on est hyper actifs et puis on a beaucoup expérimenté, mais on avait quand même des bases théoriques, puisque moi je n'étais pas que prof, j'étais expert comptable avant. Très concret, rationnel. Rose, analyse biochimique, très concrète, très rationnelle. Donc on n'est pas du tout des gens irrationnels, déjà, pour vous rassurer. Nous sommes des gens très concrets. Et en expérimentant dans les maisons, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui parlait à travers les signaux des baguettes, comme vous venez de le voir, et que ce quelque chose, c'était assez mystérieux. Bon, alors on peut essayer d'imaginer que ça s'appelle une énergie qui parle à travers les baguettes. On peut dire que c'est le chakra du cœur, parce qu'on met les baguettes devant le chakra du cœur. On peut dire que c'est Dieu. Des religions ils pourront dire que c'est Dieu, puisque c'est quelque chose qui apparemment connaît des choses que nous-mêmes ignorons. Donc on se dit, mais les amis psychologues nous disent non, ça s'appelle l'inconscient collectif. Bon, alors tout le monde y va de son explication, mais la seule réalité, c'est qu'on ne maîtrise pas du tout ce type de message, que c'est un message qui passe par un médium, c'est-à-dire par les baguettes. Un médium, c'est dire un pont. Donc on fait un pont avec un monde invisible, et ce monde invisible nous parle. Ce qui est une nouveauté dans la pratique des baguettes, parce que vous savez que la pratique des baguettes, elle vient de la radiesthésie, et des sourciers, et puis après de la géobiologie, et que ces gens-là cherchent quelque chose. C'est-à-dire ils prennent des baguettes ou un pendule ou autre chose pour chercher de l'eau, chercher des réseaux, chercher des pollutions, chercher des pathologies dans la maison. Nous, on a eu la chance, on va dire, d'aborder notre maison comme si c'était un lieu vivant, c'est-à-dire exactement comme on approche une église ou un lieu sacré, la géobiologie sacrée. Et donc quand on approche une église, on va pas... Enfin, dans notre pratique, nous, on va plutôt essayer d'entrer en relation avec l'esprit du lieu, ce qu'on appelle la présence qui est dans l'église ou dans le lieu sacré, ou la chapelle, ou je ne sais pas quoi.
et on ne va pas essayer de l'ausculter. Parce que là, il y a une tendance en géobiologie qui est d'ausculter les lieux sacrés pour savoir justement ce que tu disais, la géométrie. Est-ce qu'il y a une géométrie sacrée? Est-ce que si on construit un bâtiment en béton avec la même géométrie qu'une église romane, est-ce que ça fait la même chose? Donc les ondes de forme, par exemple. Est-ce que si on place un bâtiment en béton au même endroit où il y avait une église ou une chapelle, est-ce que ça va faire la même présence dans ce bâtiment? Oui, on peut essayer, hein. Donc on essaye de trouver des recettes de cuisine pour comprendre ce qu'ont fait les bâtisseurs quand ils ont réalisé un lieu dans lequel on puisse ressentir une telle présence. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une présence dedans, puisque les lieux sacrés, les lieux saints, depuis la nuit des temps, ils sont visités par les humains, et un studio dans un HLM créé dans les années 60, hein, dans un bâtiment collectif des années 60, personne n'a envie d'y aller. Oui, ça paraît normal. Hein. On appelle ça en France, on appelle ça des cages à poules. On dit c'est comme des clapiers à lapins, c'est des boîtes et on enferme les gens dedans, mais c'est pas vivant. Eh bien, c'est une erreur. Il y a de la vie partout. Mais on ne l'interroge pas. C'est-à-dire que personne ne pense que sa maison, son appartement puisse être vivant. C'est-à-dire vous pensez tous que c'est quelque chose de mort. C'est du béton, c'est du bois, c'est de la moquette, mais il n'y a pas une vie qui pourrait vous parler. Là, je vous entraîne déjà dans quelque chose d'un peu louche. Est-ce que ça pourrait parler? Nous, on est arrivés là et Christine nous a vu sortir les baguettes et on a pris les baguettes et on a regardé comment on pouvait entrer dans cette pièce. Et alors, catastrophe, c'était très pollué, on ne pouvait pas entrer. Bon, alors on a détecté des choses, je ne sais rien que je vous dise ce que c'est, hein, bon, on a détecté des pollutions qu'on a traitées, et après Christine me dit « Oui, mais je crois savoir que là, avant, c'était une prison. » Bon, j'en sais rien ce que c'était, mais c'était un bâtiment qui a une histoire en tout cas, donc il s'est passé des choses. Vous savez que ces choses impriment les lieux. Et les gens qui ont vécu ces choses impriment les lieux. Ce n'est pas tellement les choses qui impriment les lieux, c'est les gens. Parce que les gens, les humains, ce sont des êtres sensibles qui ont des émotions et qui ont des pensées. Et à partir du moment où vous vivez des choses émotionnelles et psychiques, hein, psycho-émotionnelles dans un lieu, ça va faire comme un papier buvard, les lieux vont imprimer ça. Et tous les jours, dans votre maison, vous pensez et vous avez ce genre de choses, c'est-à-dire vous avez des ressentis, vous avez, par exemple, vous pouvez rester dans une maison à déprimer parce que vous y êtes tout seul ou toute seule, et puis ça va petit à petit imprimer une tristesse dans le bâtiment. Et puis si un jour vous partez du lieu, la personne qui va venir derrière, elle pourrait ressentir cette tristesse. Vous allez dire, oh, c'est pas possible, c'est triste cette maison, je vais peindre tous les murs en rose. Parce que la personne sent qu'il y a quelque chose qui lui déplaît et qu'il faut changer. Bon, ça c'est le classique, hein, on appelle ça la mémoire des murs dans la géobiologie. Mais au-delà de ça, personne ne se pose la question de savoir si on peut entrer en relation avec cette masse qu'on appelle une maison, et est-ce que cette maison pourrait se mettre à nous parler? Alors nous, c'est la découverte qu'on a faite, c'est que la première fois où on a pris les baguettes pour entrer chez nous en l'abordant comme un lieu sacré, c'est-à-dire en ne cherchant rien, en écoutant juste s'il y avait une présence dedans, on a rencontré une présence. Et cette présence nous a indiqué non seulement où il y avait des pollutions, parce qu'on savait qu'il y avait des pollutions, parce qu'on s'était rendu compte qu'on reproduisait grosso modo le même schéma psycho-émotionnel que les anciens habitants, c'est-à-dire ceux qui nous avaient vendu le lieu. On les avait côtoyés, on savait comment ils fonctionnaient, et au bout de 6 mois, on s'est rendu compte qu'on fonctionnait à peu près comme eux. Alors bien sûr, on a fait un travail sur soi, on a regardé, on s'est rendu compte qu'effectivement, nous avions les mêmes failles psycho-émotionnelles, c'est-à-dire nous avions les mêmes tendances qu'eux. Mais ce n'était pas une obligation pour nous de reproduire leur schéma à 100%. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas là pour faire la vie des autres. Donc on s'était dit, mais il y a un problème dans la maison. Et tout de suite, effectivement, ce qu'on appelle l'esprit du lieu, donc l'esprit qui est vivant partout, nous a indiqué où étaient les points de pollution, comment les traiter. Jusque-là, on est dans un truc assez classique. Mais ce qui a été étonnant, c'est que ça nous a indiqué, par des messages symboliques, ça nous a donné des
sorte de rébus, comme si ça voulait nous parler et nous indiquer qu'il fallait qu'on aille vers ça, ou vers ça, vers ça. C'est-à-dire que quand on prend les baguettes et qu'on interroge notre lieu, il y a une intelligence dedans qui va nous dire « Allez plutôt par ça, par là. Je vous conseille de faire plutôt ça, ou attention à ça. » Et ça, c'est très très louche. C'est très très louche, parce que vous dites « Non, mon appartement à Lausanne, je ne vois pas comment il pourrait me donner des messages sur ma vie professionnelle qui se passe à Genève, par exemple. » Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi ça serait impossible ? Ben, en fait, il faut essayer, puis vous rendre compte qu'il y a cette présence qui est partout et qui peut répondre si on l'interroge. C'est ça, on va le synthétiser comme ça. Ça peut répondre si vous l'interrogez. Si vous ne l'interrogez pas, ça ne vous dit rien. Mais la vie, vous savez, va vous donner des messages par d'autres moyens. Par exemple, par les synchronicités, par les hasards de la vie, par des pathologies, par des maladies, par des problèmes, etc. Des problèmes relationnels. Vous savez que la vie vous parle comme ça. Bien, peut-être que si on interrogeait nos maisons, on pourrait anticiper les problèmes. Puisqu'on interroge l'invisible, on va les anticiper avant qu'ils soient complètement matérialisés. C'est-à-dire, on pourrait anticiper, par exemple, une pathologie physique avant qu'elle soit incarnée dans le corps. Et donc, si on peut la traiter en amont, eh bien, effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Si en plus, cette présence-là pourrait nous orienter vers des voies de guérison et tout, ça serait encore mieux. Alors, je vais aller vite, parce que bon, quand même, on n'a qu'une heure. En fait, ça nous a permis de découvrir bien plus que ce que je viens de dire. Vous êtes prêts à aller plus loin ? Bon, on va voir. Ça nous a permis de dépolluer les maisons. Il y a plein de gens qui font déjà ça. Ça nous a permis de soigner les personnes. Aussi, il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein de thérapeutes dans la salle, donc ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est une nouveauté, c'est que l'esprit du lieu va vous orienter vers une forme d'éveil spirituel. C'est-à-dire que l'esprit du lieu, lui, il ne veut pas que vous alliez bien et que vous attendiez la retraite pour être en bonne santé jusqu'à la fin de vos jours. L'esprit du lieu, il s'en fout. Ça ne l'intéresse pas que vous soyez en bonne santé, que vous soyez heureux. Ça ne l'intéresse pas plus que ça. Ce qui l'intéresse, c'est que vous vous éveillez. Alors ça, c'est un gros mot. Vous connaissez le bouddhisme, hein, l'éveil, tout ça. C'est un gros mot, mais il faut savoir ce que ça cache. En fait, nous, je parle d'expérience, hein, ce ne sont pas des choses qu'on a lues dans les livres, puisque aucun livre ne dit ça. Ce sont des expériences qu'on a faites. On s'est rendu compte que quand on rentre dans une maison et qu'on interroge l'esprit du lieu, ça parle des habitants, toujours, et des interactions qu'il y a entre l'habitat et l'habitant pour que l'habitant s'éveille à une problématique. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un peu jusqu'où ça peut aller. Et puis en plus que ça a de l'humour. J'aime bien cet exemple parce que ça montre que l'esprit, non seulement il veut nous guider, mais en plus il a de l'humour. Une fois, on va dans une maison et le couple nous fait venir parce qu'ils avaient des sensations bizarres dans la maison et notamment il y avait des verres sur les étagères qui tombaient tout seuls. C'est embêtant ça. Les fantômes qui font tomber les verres pendant la nuit. Vous imaginez ça? Bon, ils n'avaient pas trop peur, mais quand même, ils étaient un peu inquiets. Puis, il y avait d'autres ressentis qui justifiaient une intervention. Donc, quand on est intervenu sur leur maison, on a déjà trouvé, je crois que c'était une âme d'une personne, une âme bloquée, une âme errante d'une femme qui avait eu un accident, qui s'était suicidée, je ne sais pas trop. Qui était tombée d'un cerisier. Donc, dans le lieu, il y avait déjà une âme errante. Ça perturbe, hein, ça. Donc ça, déjà, il faut l'aider à partir, etc. Et puis après, on part toujours de l'extérieur. Sur le trottoir, ça nous chasse très loin, comme s'il y avait une présence à l'intérieur de la maison qui dit « Dégagez, dégagez, je ne veux pas vous voir ». Et ça chasse tellement loin qu'on était sous un arbre. Et je me mets entre Rose et la maison pour dire « Je fais une protection pour que Rose puisse tester » parce qu'elle n'arrivait plus à tenir les baguettes. Et à ce moment-là, je dis, je fais une protection pour que tu puisses tester. À ce moment-là, il y a un grand coup de vent, et il y a une branche morte qui tombe de l'arbre, plaf, sur la baguette par terre. Alors ça, vous dites, ouh là 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 là. Parce qu'on était à 30 mètres de la maison. Hein. La puissance de l'énergie qui ne veut pas qu'on aille là-bas, parce que ça nous chassait, hein,
c'est quand même puissant. On se dit, bon, on va se centrer, parce que nous, quand on dit se centrer, on n'appelle pas de protection. Hein. On essaye d'être transparent. On s'en fout. D'abord, c'est pas notre maison. On raisonne comme ça, on dit que c'est pas notre histoire. Après tout, eux, c'est leur maison, c'est pas nous. Et nous, on va se centrer, on va pas se laisser ni intimider, ni essayer de régler le problème. Parce que si on a une intention contre, en général, on se fait avoir. Donc on se centre et on peut approcher de la maison, on rentre dans la maison et les baguettes vont fermer sur un masque. Un masque asiatique, pas africain, mais asiatique. Et un masque acheté dans une brocante par monsieur, le mari. Et un vrai masque, hein, pas un masque de tourisme. Hein. Vous sentez la différence? Vous avez déjà vu des masques, les vrais masques africains chargés? Vous ne les regardez pas en face. Hein. Ben là, c'était un masque asiatique pareil. Et donc, la pollution venait de ce masque, et le masque était à côté de l'étagère où tombaient les verres. Donc on s'est dit, bon, il y a un lien. Et ce qui était intéressant, c'est nous, dans notre démarche, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on peut dire, oh, bah, c'est le masque qui pollue, il faut enlever le masque, on le jette à la poubelle, on le ramène au brocanteur, enfin bref. Nous, ça ne nous intéresse pas. Enfin, l'esprit du lieu qui guide les baguettes, ça ne l'intéresse pas. L'esprit du lieu, il pointe monsieur. Ah bon? C'est-à-dire les baguettes vont pointer monsieur. Et monsieur, pourquoi? Ben, lui dit, c'est parce que c'est moi qui ai acheté ce masque, et c'est un masque asiatique, et mon père était asiatique. Et mon père était violent, etc. Et donc moi, avec mon père, c'est niet. C'est pas possible. Donc il n'avait pas de relation avec son père, et il avait une mémoire d'enfance d'un père qui le violentait, peut-être, des choses comme ça. Là, c'est intéressant. Parce que l'esprit du lieu, il nous dit, oui, mais le masque, il a une raison d'être. Ce masque, c'est quand même monsieur qui l'a acheté, et le masque, il est violent comme le père asiatique de ce monsieur. Donc on voit, pour les psys de la salle, vous allez voir bien sûr l'aspect reproduction, c'est-à-dire que quand on a vécu quelque chose dans l'enfance, on le reproduit, vous savez ça, d'une manière ou d'une autre, en tout cas d'une manière symbolique. Donc on a déjà l'esprit du lieu qui nous dit, regardez ça, c'est intéressant. Et lui n'avait pas fait le lien. Lui, il avait acheté le masque parce qu'il était beau, disait-il. Donc l'esprit du lieu dit, oui, mais moi j'aimerais bien que ce monsieur il prenne conscience qu'il a un problème avec son père. Donc on continue notre exploration, et à ce moment-là on se dit, bon, le masque, on en fait quoi? Parce que quand même, il est chargé. Et les baguettes, à ce moment-là, vont montrer une petite alcôve. Vous savez, dans les vieilles maisons en pierre, on faisait des petites alcôves et on mettait des statues dedans. Des vierges, des choses comme ça. Puis là, il y avait un fatras avec le téléphone, des trucs comme ça. Et quand ça va montrer cette petite alcôve, et ça disait, il faut amener le masque ici, il ne faut pas le jeter, il faut le mettre dans cette alcôve. On se dit, moi je dis, tiens, on dirait un petit hôtel, comme un petit hôtel, vous savez, pour faire des prières. Et le gars nous dit, non, c'est pas un petit hôtel, c'est l'endroit où on met le téléphone, c'est le bazar. Moi j'insiste, je dis, mais si, on dirait un petit hôtel. Je sentais là, que l'esprit du lieu voulait qu'on mette le masque là. Et à ce moment-là, les baguettes vont sur une pile de CD. Là, c'est scotchant, c'est le genre de choses, parce que nous, ça a des mémoires, après, c'est des trucs qui nous marquent à vie. Ça va sur une pile de CD. Vous voyez, des CD de musique. Et ça pointe un CD, alors on cherche lequel, et on tombe sur un CD de jazz, en anglais, avec une pochette, avec des joueurs de jazz dessus, et ça pointe l'arrière de la pochette, c'est-à-dire les titres, le premier titre, deuxième titre, tout en anglais, hein. Cinquième titre, les baguettes s'ouvrent, et c'était marqué le titre « It's a small hotel ». Là, vous avez les frissons qui montent dans la colonne, et vous êtes tous les quatre hérissés, parce qu'on était avec le couple. On se dit, qui c'est qui se moque de nous, là? Cet esprit qui guide les baguettes, non seulement il nous dit des messages, mais en plus, il a de l'humour. Il dit, si, c'est bien un petit hôtel. Donc là, le gars était bien obligé de reconnaître. Mais avouez que c'est un peu fort de café, ce truc. Parce que, bon, on en a plein d'exemples comme ça, on pourrait écrire plein de livres. Mais c'est du concret, c'est du vécu. Il n'y a pas d'explication, on vous dit juste un fait, hein. Donc on dit à la personne, on va mettre le masque ici. Et on s'est rendu compte que quand on mettait le masque dans cette alcôve, en fait il y avait la table, il y avait la place de bout de table
qui est la place du chef de famille. Donc monsieur devait se mettre, les baguettes ont indiqué que monsieur devait se mettre en place de chef de famille, chose qu'il ne faisait pas bien sûr, puisque comme il avait dit non au père, il ne voulait pas prendre la place du père. Vous me suivez en psycho là? Et quand il était en place de bout de table, qu'est-ce qu'il voyait en face là-bas? L'alcôve avec le masque asiatique. Et donc son rituel de guérison, pour se guérir avec le père, l'esprit du lieu, au lieu de lui faire 8 années de psychanalyse qu'il n'aurait pas fait, parce que les hommes ils veulent pas. Et ben ça lui a dit, tous les jours tu vas t'asseoir en bout de table, et tous les jours tu vas voir ton père et tu vas le mater. Parce qu'en fait, ce que l'esprit disait, c'est que la violence qu'il reprochait au père, il avait la même violence en lui, qui était exprimée par le masque. Et qu'en fait, il fallait qu'il s'entraîne à maîtriser sa propre violence en maîtrisant le masque. Moi, j'ai trouvé ça, avec Rose, on était scotchés de l'intelligence et la subtilité du message et comment ça permet à la personne de travailler sur elle, alors que la demande de la personne, c'était juste « je veux que mes verres arrêtent de tomber de l'étagère ». Vous voyez ça, où ça peut aller? Et ça, c'est toutes les harmonisations. Hein. Les gens qu'on a formés, qui sont dans la salle, ils pourront vous raconter des trucs. Nous, on peut vous en raconter pendant des heures et des heures, Christine. On peut rester là des heures, vous raconter plein de trucs comme ça. C'est fascinant. Mais ce qui est intéressant, on verra tout à l'heure, c'est par exemple pourquoi ça a pointé le sac de madame, et puis qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'esprit ici, dans cette magnifique salle, veut dire à madame sur son sac à main? On n'en sait rien, nous. Mais il y a quelque chose ici qui sait. Et bien cette chose-là, elle est partout. C'est ce qu'on appelle l'esprit. On cherche partout où est l'esprit. Notre Père qui est aux cieux, il est peut-être pas là-haut, il est peut-être descendu depuis le temps. Hein. Et en fait, on se pose la question, nous, de comment on pourrait nommer cette intelligence de la vie, puisque les religions appellent ça Dieu, les psys appellent ça l'inconscient collectif, les rationnels diront c'est le hasard. Enfin, moi, je veux bien le hasard de la pile de CD qui m'explique comment le hasard peut faire des choses comme ça. On en a plein des exemples comme ça. Hein. Une fois, ça avait pointé pour un papy qu'il fallait qu'il arrête un médicament. Ça va sur sa boîte de... Comment on appelle ça? Un pilulier, là? Vous savez, c'était un papy qui était au stade terminal d'un cancer, très vieux, et il avait 12 médicaments à prendre par jour. Et ça pointe un médicament, et sa fille qui lui donnait les médicaments dit « Oh oui, mais ça, c'est un truc pour le cholestérol. » Il avait un cancer dans l'oreille et on lui donnait un médicament pour prévenir le cholestérol. Ne me demandez pas pourquoi, en Suisse ça ne doit pas se passer ce genre de choses. En France ça arrive. Et donc ça pointe qu'il fallait arrêter ce médicament. Mais c'était avant les scandales vous savez, il y a eu des scandales après sur certains produits et des médicaments sur le cholestérol. Et comme nous on était dans le doute, parce que nous on n'est pas médecins, et on ne veut pas dire à quelqu'un arrêtez de prendre ce médicament, les baguettes sont allées sur une pile de journaux. Alors là, quand on voit ça, on dit « Ouh là là !» Des dauphinés libérés, vous savez, en Savoie, c'est le dauphiné libéré. Et donc, la moitié de cette pile, l'autre moitié, en fait, en 3-4 coups de cuillère de baguette, on arrive à savoir quel journal, après quelle page, quel article, et on tombe sur un article, dans une pile haute comme ça de journaux. On tombe sur un article qui dit « Il y a des dangers cardiaques liés à certains médicaments ». Vous dites quelle est l'intelligence qui sait que dans ce Dauphiné libéré, à cette page, à cette colonne, dans cette pile-là, il y a un article qui nous met sur la piste que ce médicament n'est pas bon pour ce monsieur. Vous imaginez cette intelligence-là? Moi, je veux bien qu'on l'appelle l'inconscient collectif, hein. Ça ne me gêne pas, vous pouvez l'appeler comme ça. Mais il y a quand même une intelligence qui est un peu étonnante. De la même manière que ceux qui font de la radiesthésie le savent. Hein. Il paraît qu'il y avait en France un radiesthésiste qui avait tous les volumes de précis médicaux, etc. Et quand il avait des patients, il ne connaissait rien du tout. Il prenait juste son pendule, il cherchait dans quel bouquin, quelle page, et il tombait sur les pathologies des gens, comme ça. Pourtant, vous savez, hein, il y a des gens qui trouvent des disparus, il y a des gens qui trouvent des trésors, il y a des gens qui trouvent de l'eau. Donc il y a une intelligence qui sait, et on peut entrer en relation avec elle. Sauf que vous n'avez jamais pensé, à part aller consulter ces gens-là, vous n'avez jamais pensé que chez vous, dans votre intérieur, dans votre lieu, il y avait cette intelligence. Alors j'en viens un peu à ce qu'on a découvert par la suite, c'est qu'en fait,
on va rentrer dans un monde de symboles. L'appartement, la maison, c'est un ventre, c'est votre corps. Vous dites c'est ma demeure. Mais qui demeure dans votre corps? Qui demeure dans votre corps? Vous? Mais c'est qui vous? En fait, on va se rendre compte que la maison, elle représente votre corps physique et que l'esprit qui est dedans représente grosso modo votre âme. Et qu'en fait, quand vous interrogez votre maison, comment elle va, eh bien, ça ne répond pas au niveau de votre corps physique, ça répond au niveau de votre âme. Ça répond au niveau de l'existence, de ce qui dit je, de la conscience qui est en vous. Et donc, quand on va aborder les maisons, en fait, on va avoir des réponses qui dépassent ce que notre mental peut imaginer. Donc nous, au début, on a trouvé des pollutions liées aux maisons. Ça, on avait vu en géobiologie, donc oui, bon, d'accord. On a trouvé des âmes bloquées. Bon, il y a des livres qui en parlent, d'accord. On a commencé à trouver des problématiques dans le dos des gens. On s'est dit, qu'est-ce que c'est qu'il y a dans le dos des gens? Et puis, ça, les gens parlaient de leur grand-père, leur arrière-grand-père. Puis ça pointait petit à petit qu'il y avait un problème dans la famille. Et en quelques mois, en un an maximum, ça nous a appris à traiter des pollutions de lignée familiale dans la maison. Et puis, en dehors de la maison, ça nous a pointé les problématiques plus lointaines. Et donc, dans la rue, c'est-à-dire en dehors de votre maison, dans la rue, c'est-à-dire symboliquement en dehors de votre corps, ça pointe des problématiques qui concernent le karma et qui concernent ce que votre âme, elle avait avant de venir dans ce corps, avant de venir dans cette famille. Donc, on a écrit un livre sur les lignées familiales. Après, on a écrit un livre sur les entités. Le prochain livre, c'est sur les maladies karmiques, etc. Parce que, en fait, quand on rentre dans ce jeu du symbole entre l'habitat et l'habitant, entre l'âme et le corps, entre l'esprit et la matière, si vous voulez, on va avoir un champ à explorer qui est énorme. Énorme, énorme. Alors nous, c'est pour ça qu'on a un peu la passion de ça, parce qu'en fait, chaque fois qu'on prend les baguettes, on va découvrir un univers, on va découvrir quelque chose d'étonnant. Je reprends encore là. Par rapport à votre sac à main, on va découvrir quelque chose qu'on n'aura jamais vu avant et qu'on ne reverra plus jamais après. Peut-être, hein? Mais c'est pas dans le sac, c'est dans vous. Hein. Le problème, vous croyez que ça va parler de votre sac, mais ça va parler de vous. Hein. Mais le sac, il parle pas, lui. Vous voyez la différence? C'est que si on aborde une maison en voulant faire parler la maison, comme on l'a fait jusqu'à présent en géobiologie, ça va parler que par rapport à l'intervenant. Je répète, il faut que ça rentre bien dans vos têtes. Si vous intervenez sur une maison et que vous cherchez à faire parler que la maison sans tenir compte de l'habitant, c'est-à-dire de l'âme ou de l'esprit, vous n'allez faire parler que le corps. C'est-à-dire exactement comme en médecine, si vous allez voir un médecin qui ne s'intéresse pas à l'aspect vivant de votre corps, c'est-à-dire si vous allez voir un spécialiste en chirurgie, il va vous trouver quelque chose à vous enlever dans votre corps, c'est son boulot. Si vous allez voir quelqu'un qui est pneumologue, il va vous trouver quelque chose aux pneus. Vous voyez ça? En fait, quand vous allez voir un médecin qui s'occupe que du corps, il va vous trouver des choses dans le corps et il va vouloir modifier dans le corps. Un géobiologue, et qui s'intéresse que à la maison, il va vouloir modifier des choses dans la maison. Les réseaux, les courants, je sais pas quoi, les pollutions. Si vous allez voir quelqu'un qui s'occupe de l'esprit, parce qu'il y a des gens qui s'occupent que de l'esprit, vous allez voir des psys par exemple, des psychothérapeutes, des psychanalystes, etc. Ils vont s'occuper des choses de l'esprit, qu'est-ce qui tourne pas rond dans votre tête. Mais votre problème de corps, si par exemple vous avez une verrue sous le pied, ils disent bon, on va pas parler de la verrue sous le pied, on n'est pas là pour parler de ça. Mais qui nous dit où est le lien entre la verrue et l'esprit? Entre le symptôme dans le corps et l'esprit, tout le monde sait qu'il y a un lien. On est bien obligé de traiter les deux. Maintenant, la médecine, elle arrive à une impasse. On est bien obligé de traiter les deux. On est bien obligé de traiter corps-esprit, comme faisant partie d'un tout. C'est-à-dire la manifestation dans le corps est créée par l'esprit. Donc nous, notre credo, la phrase qu'on a mis en entrée sur notre site, c'est on ne peut pas guérir le corps sans soigner l'esprit. On ne peut pas guérir le corps sans soigner l'esprit. On ne peut pas soigner l'esprit sans passer par le corps. Les deux sont liés. On va voir pourquoi, effectivement, en médecine, on arrive à cette impasse.
C'est parce qu'on essaie de soigner les symptômes dans le corps, que les symptômes disparaissent. Alors maintenant, tout le monde dit, oui, mais il faut décoder, puis comprendre d'où ça vient. Oui, d'accord. Donc on comprend d'où ça vient de l'esprit. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit toujours pas. Il y a des choses en décodage qui sont pertinentes et qui ne règlent pas le problème chez le patient. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait ce deuxième aspect, c'est que l'esprit, on le soigne en passant par le corps. Si on soigne l'esprit juste par l'esprit, c'est-à-dire j'ai pris connaissance d'une information et voilà, comme disait Woody Allen, avant de faire ma psy, j'étais malade, je ne savais pas pourquoi, mais maintenant que j'ai fait ma psy, je suis malade, mais je sais pourquoi. Mais il est toujours malade. Parce que rien n'a changé. Pour changer l'esprit, il faut passer par la matière, il faut passer par l'acte. Et ce qui est très intéressant dans la démarche des maisons, c'est qu'au lieu d'être sur un divan ou dans un cabinet de thérapeute, on est dans l'intérieur des gens. On rentre dans l'intérieur des gens. C'est-à-dire, c'est comme si on était dans leur corps. Quand on est dans leur cuisine, c'est un peu comme si on était dans leur popote, disait Rose. Quand on est dans le salon, c'est un peu comme si on était dans la pièce du monsieur. C'est là qu'il va fumer sa pipe et lire son journal. Bon, je dis ça, j'en sais rien. Quand on est dans la chambre à coucher, on est dans un autre symbole. Quand on est dans la salle de bain, on est dans un autre symbole. Une fois, on rentre dans une maison, et pour une femme, et ça nous emmène droit dans la salle de bain, et il fallait que je me mette... Ça indique qu'il fallait qu'on ouvre le robinet, et après faire quoi ? C'était à moi de mettre mes mains sous l'eau. Moi. Pas Rose, moi. Et là, on se tourne vers la femme et on dit « Pourquoi les hommes doivent-ils se laver les mains avant de rentrer chez toi ? Pourquoi doivent-ils montrer patte blanche ?» Ça s'appelle, en symbolique. Et là, elle nous avoue tout de suite, en 5 minutes, 5 minutes d'harmonisation, que elle a été attouchée quand elle était petite par un homme. Donc elle a subi des attouchements, donc pour elle, un homme, c'est sale, et il faut qu'il montre patte blanche. Donc symboliquement, il faut rentrer dans la salle de bain, se laver les mains. Le lieu nous le dit tout de suite. On arrive chez elle, en 5 minutes, on sait qu'elle a une problématique d'attouchement. Vous imaginez ça ? Comment l'intérieur, ça peut parler ? Et c'est marqué dans sa maison. Et jamais elle nous aurait dit ça en consultation. Vous voyez pourquoi elle ne nous l'aurait pas dit ? Parce qu'il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a plein de choses comme ça qui font que la personne ne peut pas parler de ça ou n'a pas envie d'en parler, et tout ça c'est respectable. Sauf que l'esprit du lieu dit oui, mais la demande de cette femme, c'était « je suis envahi par ma belle-mère ». Tous les jours, la belle-mère venait, comme la maison était construite sur un terrain qui appartenait aux parents de son mari, tous les jours la belle-mère venait lui rendre visite, et elle n'en pouvait plus d'être visitée par la belle-mère. Donc elle dit « je n'arrive plus ». Elle rentre chez moi sans frapper, etc., etc., etc. Et bien le lieu, il commence par dire « oui, mais chez toi, tu as déjà une mémoire d'envahissement par le masculin, par l'homme, que tu ne veux pas voir et que tu n'as jamais traité. » Et ça a commencé l'harmonisation comme ça, jusqu'à lui faire prendre conscience de la valeur de son féminin, etc. Et pour terminer, le point spirituel féminin qui était sur une poubelle, sur l'endroit où elle mettait la poubelle. Le féminin, c'est une poubelle, etc. Il y avait toute une symbolique. Et à la fin, quand on a eu traité l'harmonisation et que ça a pointé dehors, il fallait qu'elle mette son urine. Vous savez, les animaux, ils marquent leur territoire avec leur urine. Les humains aussi. Donc elle avait juste mis un verre d'urine à un point précis à l'entrée de son terrain. Le lendemain, la belle-mère arrive, elle reste dans la voiture et elle klaxonne. Pour que ça soit l'autre qui sorte. Elle était sidérée. Toute la semaine qui a suivi, la belle-mère n'est jamais rentrée dans la maison, alors qu'elle n'a jamais rien dit à la belle-mère. C'est fou, hein ? Et ça, c'est la puissance du symbole. Et le symbole, il va marcher à partir du moment où la conscience s'éveille, ça va agir sur la matière directement. Ça a des effets incroyables. Donc, on a découvert plein de choses comme ça, et ça continue de nous enseigner. C'est ça qui est fou, c'est que on a l'impression que ça n'a pas de limite. Et ce que je veux témoigner, puis Rose fera pareil, c'est que en fait, cette méthode-là, elle n'est pas là pour régler les problèmes. Elle n'est pas là pour régler vos problèmes. Elle est là pour vous éveiller. C'est-à-dire que si vous vous éveillez, les problèmes disparaissent. Si vous demandez à des magiciens de vous enlever vos problèmes, les problèmes reviennent. Vous savez ça. Vous allez voir un ostéo, et puis pendant 3 jours, vous allez mieux. Il n'y a pas d'ostéo dans la salle, à part toi. Vous allez voir un ostéo, et puis ça tient 3 jours, et puis ça revient. C'est louche. Ça, c'est louche.
Mais les ostéos vont vous le dire, et ils vont vous dire, au bout d'un moment, ils vont vous dire, ah oui, mais il y a quelque chose que vous avez à comprendre et qui n'est pas intégré, parce que c'est pas normal que le muscle se retende et déplace à nouveau la vertèbre. Vous voyez ça? Eh bien en fait, vous savez bien ce qui va changer réellement, c'est le jour où ce qui fait tendre le muscle s'arrête. Mais ce qui fait tendre le muscle, c'est quoi? Ce qui crée la pathologie, c'est quoi? Ben, forcément, c'est du domaine de notre psycho-émotionnel. Et une fois qu'on a compris que c'est là-haut que ça se passe et qu'on arrive à l'inverser par un acte, eh bien ça s'arrête. C'est aussi simple que ça, hein. Il y a plein de thérapeutes qui sont là-dessus. Hein. S'éveiller, c'est simple, Hein? Dis-leur que s'éveiller, c'est simple. Voilà, Rose, elle me dit, dis-leur que s'éveiller, c'est simple. Vous le faites ça, demain vous faites ça tous les matins. Les matins, vous vous réveillez. Ben ouais. Donc c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste de comprendre ce que ça dit et d'adapter la... Je veux dire, nous on parle de responsabilité, c'est-à-dire de trouver la réponse adaptée. La responsabilité, c'est vous avez un problème, vous devez trouver la réponse adaptée. La grosse problématique qu'on a, c'est qu'on confond avec culpabilité. Responsabilité, culpabilité. Si vous dites à une personne qui a un problème grave, c'est de ta responsabilité, la personne se sent coupable tout de suite. Si vous dites par exemple, pour prendre un exemple extrême, quelqu'un qui a un cancer, vous lui dites mais c'est toi qui crée le cancer, alors la personne c'est insupportable. Mais moi je la comprends, je me mets à sa place, quelqu'un me dit ça, je lui tire c'est insupportable. Mais le mot responsabilité, ça veut dire juste on a une réponse adaptée à trouver. Alors que la culpabilité, c'est la notion de faute et de punition, c'est pas la même chose. Hein. La culpabilité, c'est émotionnel, moi je dis toujours, culpabilité c'est émotionnel, la responsabilité c'est un état d'esprit. L'état d'esprit c'est là, l'émotion c'est là. Le sentiment avoir fait une faute par exemple. Donc là, c'est facile, dans l'absolu tout est facile. Dans la réalité, on va être obligé d'affronter souvent des charges de culpabilité. Pourquoi ? J'en sais rien. On a bien une petite idée. La culpabilité, c'est comme un empêcheur de tourner en rond. C'est quelque chose qui nous empêche de grandir. Ça nous maintient enfants et ça nous maintient irresponsables. Hein, tout le monde veut être innocent. Donc pour être innocent, il faut rester des petits-enfants. Vous voyez ce schéma? C'est vieux comme le monde. Hein. Et c'est très actif en ce moment sur la planète. Hein. Tout le monde cherche des boucs émissaires ailleurs. C'est pas moi, c'est l'autre. Bon. C'est classique, hein. Sauf qu'avec la conscience qu'on a et toutes les études qu'on a fait et le savoir qu'on a accumulé sur la planète, on devrait pouvoir passer à autre chose. Pas du tout. On est encore coincé par ce truc-là. Parce que grandir, s'éveiller, grandir, ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce que vous imaginez si votre maison, vous prenez les baguettes, elle vous dit « mais t'es responsable de tout !» De tout. Ton voisin qui fait du bruit la nuit, c'est toi. Alors là, on dit non, c'est pas possible. Si, ça peut être possible à un certain niveau. À un certain niveau de conscience, on peut se rendre compte que ça nous dit quelque chose. Et que ça nous éveille à quelque chose. Et si ça nous éveille à quelque chose, on peut changer ça. Ça ne veut pas dire que le voisin, il va s'arrêter de faire du bruit. Parce que si vous raisonnez comme ça, vous êtes dans le pouvoir, vous pensez avoir une influence sur les autres. Non, c'est pas ça. Vous n'avez une influence que sur vous-même. Mais vous n'êtes pas assez confiant que l'influence que vous avez sur vous puisse interréagir avec les autres. C'est là où on n'a pas assez confiance. L'action qu'on a sur soi-même crée une interaction avec les autres. Et les autres réagissent à ça. Ça paraît bizarre ce truc. Et il faut expérimenter. Essayez, puis vous verrez. Nous, on a essayé, par exemple, dans les lignées familiales, on a fait des soins sur nos lignées, on a trouvé des choses, on les a traitées de notre point de vue, on a vu des effets sur nos enfants et sur nos parents et sur nos frères et sœurs. Tu tiens. Et on a fait ça à d'autres personnes, et ça fait pareil. Il y a des gens qui disent, tiens, une fois on avait fait un soin sur une fille pas loin d'ici, qui voulait avoir des enfants à 40 ans, qui n'en avait pas, mais elle n'avait pas de compagnon, ça se comprend. Hein. Mais elle dit, mais ma sœur qui est ma sœur cadette, plus jeune, ça fait 6 ans qu'elle est avec un compagnon, 6 ans qu'elle essaye d'avoir des enfants, elle n'arrive pas à en avoir. Alors que tous les tests sont normaux. On fait le soin de lignée sur la sœur aînée, 15 jours après, la sœur cadette est enceinte.
alors que ça fait 6 ans qu'elle essaye. Bon, elle en a fait 2 depuis. Et c'est pas le seul cas, hein, on a eu pas mal. Parce que le sexe, ça marche très bien, je vous explique ça. Vous voulez que je vous explique, je vous parle un peu de sexe. Christophe, il regarde la caméra, puis il rigole. Le sexe, ça marche très bien parce que le sexe est dirigé par l'instinctivo-moteur. Le sexe est dirigé par le cerveau instinctif. Il n'est pas dirigé par le cortex, par votre intelligence. Il n'est pas dirigé par votre émotion, par le limbique. C'est reptilien. Le sexe est dirigé par le reptilien. C'est un muscle, par exemple, qui crée l'érection chez l'homme. C'est un muscle qui est dirigé par le reptilien. Moi, je peux bouger mon doigt comme ça, je ne peux pas faire pareil avec mon sexe. C'est biologique. Hein. Donc, le sexe, très très bien, parce que ça parle tout de suite. C'est-à-dire quand il y a une problématique. C'est ça aussi qui est très intéressant. On a 3 niveaux. On a l'instinctivo-moteur, on a l'émotionnel et on a l'intellectuel. Quand on va traiter en énergétique quelque chose, avec Rose, on s'adresse toujours au biologique. Pour nous, l'énergie, c'est du biologique. Le reste, c'est des ondes. Hein, on pense, ça ne change rien. Et vous pensez que vous êtes joyeux et tout, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Ça va ? Par contre, quand vous vous sentez joyeux à l'intérieur de votre corps, ça dure longtemps, ça. Donc, nous, on s'adresse au physique, à l'aspect le plus biologique possible. C'est-à-dire, quand on va faire un soin de lignée, on dit toujours aux gens, les soins de lignée, pour nous, c'est en dessous de la ceinture. On traite les reins, et donc on va traiter l'instinctivo-moteur. Si la pollution de lignée disait vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous faites le soin, le lendemain, la femme, elle peut avoir un enfant. Même si son cerveau, il ne croit pas. Même si son cœur, il ne croit pas. Vous voyez la différence ? Alors que si on traite ça en psy, ici, en disant pourquoi elle ne peut pas avoir d'enfant, les aspects limitants, et elle ne veut pas ressembler à sa mère, et puis ci, et puis ça, et puis elle va faire 6-7 ans d'analyse et de travailler là-dessus, ça reste là. Le corps, il continue à dire non, on n'a pas le droit de faire de bébé. Ça va ? Vous voyez la différence ? Vous agissez sur un soin symbolique au niveau du corps, le corps tout de suite il dit je peux le faire, je le fais. Donc tout ce qui est au niveau du biologique, la réaction est immédiate. Et nous, on va le voir sur les aspects sexuels, par exemple, on va le voir sur les enfants. Les enfants, ils n'ont pas de mental. Un petit gamin qui a des cauchemars, fait une intervention, pouf, ça s'arrête. Il n'y a plus rien. C'est instantané, parce que l'enfant, il n'a pas de mental qui lui dit non, ça ne va pas marcher, ta. Vous voyez ce mental-là qui vous ment, mental menteur, hein. Même racine. Donc quand on va faire un soin au niveau des baguettes, c'est toujours un soin au niveau biologique. Donc le corps, tout de suite, il dit c'est bon. Le cœur et la tête mettent beaucoup plus de temps à dire ok, la tête surtout. Donc il y a des fois, plus les gens sont vieux, plus le processus de guérison est lent, parce que les vieux, bah, ça radote. Alors, moi je fais partie des vieux, je m'en fous. Je peux le dire. Hein. Enfin, je ne sais pas à quel âge commence la vieillesse, mais plus on est âgé, plus notre cerveau a emmagasiné de croyances et plus il radote. Parce que le cerveau, lui, c'est le cerveau gauche, hein, rationnel, son but c'est de vous éviter des inconvénients. Donc, fais ton café comme d'habitude, mets un sucre comme d'habitude, tourne 3 fois ta cuillère comme d'habitude. Il paraît qu'on fait ça toute la journée, on fait que des actes répétitifs qu'on a déjà fait avant et qu'on répète. C'est dingue, hein. Vous pensez que non, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, tout est neuf. Non. 99% de ce que vous allez faire dans la journée, c'est des trucs que vous avez déjà fait. Hein. Sauf si vous prenez les baguettes. Si vous prenez les baguettes, ça ne va jamais faire la même chose d'une fois à l'autre. Nous, c'est sidérant. Chaque fois qu'on fait des formations aux gens, on forme beaucoup de gens à cette pratique. Hein. Et chaque fois qu'on fait des formations, les gens nous disent bon, ils se disent on va apprendre avec Gilles et Rose comment faire, et puis on va faire pareil. Et bien pas du tout. Parce que chaque fois on dit tiens, on va vous montrer un exemple. Alors les baguettes partent, elles vont fermer sur le sac à main de madame, puis on dit ah, ben c'est la première fois que ça fait un truc comme ça. Alors les gens ne nous croient pas, ils disent tu parles, ils disent ça, mais ils ont l'habitude. Ils disent non, ça ne peut pas faire la même chose pour vous que pour votre voisine ou pour une autre, puisque nous sommes 7 milliards différents. Donc l'esprit, quand il parle de M. Dupont ou Mme Durand, il ne peut pas utiliser le même langage, puisque nous sommes différents. Nous sommes un. Et donc, on rentre dans une problématique, là, une conception de la vie qui est étonnante, c'est qu'en fait, dans notre méthode de soins de l'habitat et de l'habitant,
On ne peut pas reproduire 2 fois la même chose. Ça ne peut pas. Parce que chacun est différent. On dit, bon, on a fait un livre, on décrit les protocoles de lignée familiale. Il y a des gens qui pourraient prendre les protocoles puis dire, bon, si on fait exactement comme ils ont dit, nous, il y a des gens qui nous envoient des mails, ils disent, j'ai fait tout ce que vous avez dit dans le livre, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose. Bah oui, parce que la personne en question, elle est quand même différente de ce qu'on met dans les livres. Même s'il y a des exemples qui collent un peu, c'est différent. Et puis, il y a quand même, il y a toujours un petit truc subtil. Vous voyez ça? Enfin, nous, on peut pas, on n'a jamais fait, depuis qu'on a commencé ça, on n'a jamais fait 2 fois le même soin. À 2 individus différents, c'est impossible d'avoir le même soin. Donc, c'est très inconfortable pour le thérapeute. Et très inconfortable pour la médecine. Hein. C'est pour ça que la médecine, elle va faire une médecine globalisée, centralisée, avec tout le monde le même protocole. Tous ceux qui ont le même cancer, le même protocole, mais vous changez de frontière, vous passez en Italie, c'est un autre protocole, parce que là-bas, les médecins ont décidé qu'ils allaient tester telle molécule pour ce type de cancer. Vous voyez, c'est du mental. Mais où est l'individu? Madame Dupont qui a son cancer, quand est-ce qu'on la prend en compte? Non, c'est le cancer du sein de la chambre 32. Est-ce que c'est le même cancer du sein que la chambre 35? Bien sûr que non. C'est pas possible. Parce que la personne qui crée sa pathologie, c'est un individu. C'est quelque chose qui est unique. Il n'y a pas 2 façons on ne peut pas faire 2 fois la même chose. Vous arrivez à entrer dans cette conception-là? Donc nous, on a une méthode qui nous permet d'entrer en relation avec quelque chose d'unique à chaque fois. À chaque fois, on découvre un univers. Là, on est arrivé dans cette salle, on a trouvé quelque chose. Demain, on fera pareil dans la salle où on va aller. Mais on ne trouvera pas la même chose, c'est pas possible. C'est jamais la même chose. Jamais, jamais, jamais. Donc il faut avoir une méthode qui soit à la fois très cadrante, parce que c'est rationnel ce qu'on trouve, et ça doit être rationnel, mais en même temps c'est très ouvert. Cerveau gauche, cerveau droit, pour ceux qui connaissent. Ça va? J'ai été assez clair là jusqu'à là? Ils ont j'ai l'impression. Moi je suis inquiet parce que je me dis, bon, ils disent rien, ils sourient pas. Vous voulez que je vous raconte une blague? Non, j'ai pas de blague là.